Gazette du Togo, une vision sur l'actualité togolaise et sur le monde. Bonjour et merci infiniment de nous recevoir chez vous en ce jour encore. Rencontre échange. Nouveau numéro. Ce jour va parler du panafricanisme à l'occasion de cette journée mondiale de l'Afrique. C'est chaque 25 mai de chaque année qu'est célébrée cette journée dédiée à l'Afrique en souvenir à la date de signature des accords qui ont conduit donc à la création de l'Organisation de l'Unité africaine devenue aujourd'hui Union africaine. Le panafricanisme et l'Union africaine à l'épreuve du panafricanisme, elle était en discussion et pour en parler en studio ici, deux invités. D'abord à ma droite, M. Cornelius Aïdam, il est ancien ministre, il est secrétaire directeur exécutif de Pass Africana, cette fondation créée par l'ex-premier ministre Edem Kodjo qui a tiré sa référence, à qui nous rendons une fois encore hommage dans cette émission. Monsieur Aïdam, merci d'accepter notre invitation. Merci, Monsieur Wilson. C'est ça. Vous avez accepté de discuter avec Monsieur Charles Abitor, et lui, il était ancien fonctionnaire de l'Organisation de l'Unité africaine. Monsieur Abitor, merci d'être sur ce plateau. C'est moi qui vous remercie. C'est cela. Nous avons un troisième invité en ligne de Dakar, le docteur Cheikh Tidiane Diane. Il est ancien ministre des Affaires étrangères du Sénégal, actuel vice-président de l'Assemblée nationale, et donc il dirige l'Institut panafricain de stratégie. Docteur Diane, bonjour. Cheikh Tidiane Gadio. Avant donc de débattre ce thème portant donc sur l'Union africaine et le panafricanisme, on va parler de l'actualité avec ces événements tragiques qui sont survenus à Minneapolis, aux États-Unis, il y a 10 jours, où un noir a été donc tué par un policier, George Floyd, à Minneapolis, ça fait une dizaine de jours. Oui, bon, je dirais que nous sommes en deuil. Nous sommes en deuil. Je le répète une troisième fois, nous sommes en deuil. Parce que c'est un événement, un meurtre qui nous a donné des cauchemars. Et c'était même insupportable de regarder cette scène et cette vidéo. Moi, à un moment donné... Ce genou meurtrier, oui, comme on le dit. Comme disait notre ami Gadio, le genou meurtrier. Et à un moment donné, j'ai refusé de regarder. Parce que je n'accepte pas qu'on puisse comme ça, volontairement, tuer mes congénères et que je sois là, comme dans une forme de... étant un spectateur pour regarder. Non, à un moment donné, j'ai refusé. Et ce n'est pas ça a duré 8 minutes 46 secondes. 9 minutes. Vous voyez le monsieur, comme s'il allait à un mariage, les mains dans la poche, les manches bien arrangées, la tenue bien gominée, avec le genou sur le cou de notre frère et attendant doucement jusqu'à ce qu'il meure. Il lui disait même d'attendre, de ne pas s'agiter et jusqu'à ce qu'il meure. Mais ceci est un scandale. C'est un scandale. Et je pense même que dans tous les pays africains, on aurait dû trouver un jour où toutes les populations se mettraient en noir pour montrer notre dégoût de ce qui s'est passé. Parce que si vous êtes déjà allé aux États-Unis, si vous aviez vécu, vous comprendrez ce que être noir veut dire. Vous vous rendrez compte très facilement que si un jour il y a une manifestation, on dit tirer sur les noirs, on ne saura pas que vous êtes du Togo. Vous serez aussi malmené ou on pourrait facilement vous tuer. Donc c'est quelque chose qui nous peine. C'est comme si c'était à mon frère qu'on avait fait cela. Ça, donc je crois que nous devons réagir, nous devons trouver un moyen de réagir parce que le silence qu'on a observé dans tous les pays africains ne nous honore pas. C'est cela. Charles Victor ? Oui. Bon, le silence ne nous honore pas. Je crois que nous devons, au niveau de tous les pays africains, mener des actions. Au niveau gouvernemental, j'entends. Oui, pas des associations. Mais le gouvernement, vous savez, comme certains pays l'ont fait, convoquer. D'abord, commencer l'ambassadeur, par exemple, des États-Unis. Les États-Unis, et puis protester. Je sais que l'Union africaine a protesté, mais je ne sais même pas s'ils ont convoqué l'ambassadeur. Et puis, envoyer un message directement au gouvernement américain. Bon, quand bien même on dise que les polices ne relèvent pas directement du gouvernement central,
Je trouve que c'est un alibi. Hein, parce que si le gouvernement central, c'est le gouvernement qui coiffe tout. Mais la preuve, c'est que quand il s'était agi, n'est-ce pas, de remaintenir l'ordre après tout ce qui s'est passé, on a fait appel à l'armée nationale. C'est ça. Donc, à l'armée fédérale, et maintenant le président veut envoyer même les troupes militaires. Bon, donc je trouve qu'il faut une protestation officielle, n'est-ce pas, dans tous les pays africains. Et puis au niveau de l'Union africaine également. Oui. C'est ça. Alors, donc, c'est de l'indignation que l'on ressent, n'est-ce pas? On va tenter une fois encore de joindre le docteur Tidiane Gadio du Dakar. Est-ce que vous nous recevez maintenant? Oui. Et puis, oui, allez. Mais avant cela, je crois qu'il faut qu'on dise officiellement, même si c'est une délégation qui doit aller aux États-Unis, non seulement pour protester, mais pour faire comprendre à ces autorités, n'est-ce pas, qu'ils doivent faire un travail d'histoire à l'intérieur. Pour dire à tous ces racistes que tout le monde est venu d'Afrique. Si aujourd'hui on traite les Noirs de cette façon, ils se traitent eux-mêmes comme ça. Ils le font peut-être sans le savoir. Mais il faut qu'on arrive un jour à dire que tout le monde est venu d'Afrique. Le berceau de l'humanité, oui, c'est bien l'Afrique. Donc, il faut qu'on fasse honneur à Cheikh Anta Diop, qui en a parlé. Je sais que dans le temps, on l'a combattu, mais à la fin, on l'a reconnu. C'est bien ça. Que tout le monde vient de l'Afrique. Donc, c'est un travail de mémoire qu'il faut faire. Mais je crois que cette proposition du ministre Gadio, et moi je la soutiens totalement, parce que on ne pourra rétablir les équilibres que lorsque l'Afrique va se saisir de ce problème. La réaction de l'Afrique a un impact particulier sur ces questions et dans tous les Noirs et vis-à-vis de tous les Noirs, où qu'ils soient sur Terre. Parce que le berceau, M. Awito vient de dire que tout le monde est parti d'Afrique, le berceau c'est ici. Il faut que nous montrions que nous sommes à l'unisson avec nos frères, surtout ceux des États-Unis. Et tant que nous nous tairons, parce que ce n'est pas la première fois, on peut en citer. Il y a une kyrielle de Noirs qui sont tués, et on en tue tous les jours. Il y a à peine 2-3 semaines, il y a 5 qui sont tués d'affilée. C'est ça. Bon. Et ce sont des... Il y a Adama Traoré en France. Hein. Oui, bon. La France, Dieu merci, c'est pas du même niveau. Même si nous sommes sur comment dire, le même problème. Mais la régularité, la récurrence, c'est pas la même chose. Parce que vous avez... Et puis il y a des schémas préétablis. Si vous avez suivi les actualités ou l'actualité ces derniers temps, vous avez une dame qui amène un chien. Le chien était en laisse dans un parc. Et le parc, c'est un parc d'ornithologie. Il se fait que le groupe de gens qui travaillaient là, il y avait un noir. Et le noir dit à la dame, vous ne pouvez pas amener votre chien ici. Quand on parle d'ornithologie, on parle d'oiseaux. Le chien est naturellement attiré par les oiseaux. Il lui dit, vous ne pouvez pas. Alors, le monsieur insiste, il lui dit, mais pourquoi vous m'interdisez, etc. Alors, elle dit au monsieur, si vous continuez, je vais appeler la police et je dirai qu'un noir est en train de m'attaquer. Ah. Mais le schéma est posé. Déjà, oui. Et dans le pire des cas, c'est que la police viendrait sans demander quoi que ce soit, on aurait tiré sur le noir. Heureusement que ça ne s'est pas passé ainsi. Mais c'est juste pour vous dire qu'il y a des schémas préétablis et qui... C'est un racine systémique, quoi. Non, mais c'est sûr. C'est sûr. Oh, ok. Bien, merci. Rencontre Échange, nouveau numéro. Nous parlons, n'est-ce pas, du racisme avec l'idéal du panafricanisme cher au père fondateur de l'organisation de l'unité africaine devenue Union africaine. Et donc, mais avant cela, nous parlons de cette actualité qui s'est passée il y a déjà une dizaine de jours. Le maître de George Floyd à Minneapolis est sur les genoux meurtriers d'un policier, comme on le dit. Alors, voir si on peut encore joindre Dakar avec notre ami. C'est dommage qu'on ne puisse pas entendre M. Gadio. C'est ça, non. Oui, il est allé. Alors, je parlais de ce silence qu'on observe actuellement dans nos capitales africaines
il n'y a pas ce mouvement de contestation comme on l'a remarqué, n'est-ce pas, aux États-Unis et dans certains pays, dans certaines capitales européennes, n'est-ce pas? C'est très important et il faut même préciser que nous demandons, à l'image de ce qui se passe aux États-Unis, que ce soit des manifestations pacifiques, des manifestations dignes ou qui nous permettent de poser les vrais débats. Aux États-Unis, il y a eu quelques échauffourées, il y a eu quelques pillages qui sont des actes marginaux, bien que amplifiés par le président des États-Unis comme étant le plus important, ce qui n'est pas vrai. Ce qui est vrai, c'est cette mobilisation exceptionnelle dans la dignité et dans la souffrance, dans la peine absolue par rapport à ce qui a été fait à George Floyd. Le monde entier a pris acte et nous, ce que nous disons, c'est que le monde entier, les Africains particulièrement, devraient dire plus jamais ça. On l'a dit plusieurs fois, ça a continué, donc il faut taper fort, taper sous la table. Il nous faut manifester pacifiquement notre totale désapprobation et joindre cette manifestation avec des actes. Et les actes, c'est quoi? L'Union africaine a fait une déclaration via son président de la Commission, c'est très bien. Mais que nos chefs d'État montent au créneau, qu'une résolution ou une motion soit présentée à l'Assemblée générale des Nations unies, pas au Conseil de sécurité parce que le veto américain nous attend, mais à l'Assemblée générale des Nations unies, une motion présentée par l'Afrique à la conscience universelle de tous les êtres humains, blancs, noirs, bleus, chocolat, aucune importance, pour dire que nous condamnons de la manière la plus ferme les violences, les exactions et les meurtres d'Africains américains et les meurtres des Noirs dans le monde entier au nom du fait qu'ils sont noirs et africains. Ça, quand même, le demander, ce n'est pas trop demander. Et j'espère de tout cœur que cette motion aura un avenir et que cette motion, effectivement, va mobiliser, unir les Africains autour d'un combat extrêmement important et un appel de Malcolm X depuis 1964, disant aux pays africains, vous n'avez pas le droit de nous tourner le dos, vous n'avez pas le droit de nous ignorer et de nous laisser dans un système qui nous a esclavagisés pendant 300 ans, qui aujourd'hui nous domine et qui nous exclut et qui n'avait jamais prévu notre participation pleine et entière en tant que citoyens. L'Afrique, vos problèmes sont nos problèmes sont vos problèmes. Donc j'espère de tout cœur que son appel sera entendu, même si c'était depuis 1964. Ok, merci. On va clore ce sujet pour entamer le vif de notre discussion de ce matin. Encore un mot là-dessus, à l'appel du Dr Dadio. Moi, j'insiste aussi sur la nécessité pour les populations elles-mêmes de s'exprimer. C'est-à-dire, comme il disait, ce sont des manifestations organisées, pas violentes, comme on en voit ailleurs, mais l'expression d'un dégoût. Ça, c'est important. Ce n'est que comme ça qu'on pourra avoir un impact sur ce qui se passe aux États-Unis. Moi, je dis le minimum, c'est que la jeunesse choisisse un jour et se mette au moins en noir. Ne serait-ce que ça, dans beaucoup de capitales africaines. À l'initiative des gouvernements ou bien de la société civile? Bon, si les gouvernements le demandent, tant mieux. Si elles ne peuvent pas, les sociétés civiles n'ont qu'à prendre leurs responsabilités. Parce que ça aussi, c'est leur rôle. Monsieur Vuitton, on t'a mis là-dessus. Oui. Cette manifestation, c'est voulu par le gouvernement ou bien par les gens de la société civile? Oui, mais pas les deux. Pas les deux. Oui, oui. D'accord. Alors, donc, on fait une transition vers justement notre thème du jour. Il y a Hubert Kamga du Cameroun qu'on doit avoir en ligne, mais qui n'est pas encore au point. C'est pas grave, on verra si vers la fin on peut l'avoir dans cette émission. Alors, le temps de revenir sur le débat essentiel portant justement sur les 57 ans de la création de l'OUA d'abord et puis après de l'Union africaine. Alors, quels étaient les idéaux des pères fondateurs de ce mouvement, de cette organisation panafricaine? Oui. Il s'agissait, c'est-à-dire que nous parlons de 1963, et il s'agissait de reconquérir la dignité bafouée, les Africains avilis, après plusieurs siècles d'esclavage, ensuite la colonisation. C'était ça. Il fallait que l'être africain ou l'homme africain retrouve toute sa dignité. Et pour cela, les pères fondateurs se sont fixés un objectif supérieur. Voilà, c'était ça l'enjeu d'abord. Bon, on verra les enjeux économiques, mais la première des choses, elle n'était pas émotionnelle. C'est la nécessité d'être soi. Je citerai Martien Toa, qui dit que c'est notre devoir être qui doit orienter notre questionnement.
Donc c'était dans cette optique-là que les pères fondateurs ont pensé à la création de l'OUA. Oui, Michel Victor. Oui, ben, il y avait aussi l'idée, n'est-ce pas, que, bon, à côté de la réhabilitation, il y avait tout ce qui s'est passé. Alors, donc, même les tentatives qui se faisaient, parce que la nécessité se faisait sentir depuis longtemps. Même les États-Unis d'Afrique dont on parle aujourd'hui ne datent pas d'aujourd'hui. Même au plus fort du panafricanisme déjà. Hein, les premières conférences panafricanistes, n'est-ce pas, du 19e, du 20e siècle, des gens parlaient, n'est-ce pas, de l'indépendance même de l'Afrique et des Antilles. Alors donc, prenant le fil de ces mouvements, donc l'Afrique a senti, surtout les premiers pays indépendants, hein, comme le Ghana, comme la Guinée, tout ça. Donc ils ont pris sur eux, n'est-ce pas, de créer des regroupements rapidement. Oui, il y avait des tentatives Guinée et Ghana, hein, avec Sékou Touré et Kwame Nkrumah. Bon, de 61, il l'appelait déjà États-Unis d'Afrique. Bon, malheureusement, ça n'a duré que 2 ans. Donc l'idéal était là depuis fort longtemps. L'idéal était là depuis longtemps. Et cet idéal, n'est-ce pas, est passé par les groupes de Monrovia et de Casablanca. Bon, le groupe de Monrovia, c'était le groupe, disons, le groupe des modérés, où ils voulaient, n'est-ce pas, aller à l'Union, à l'unité africaine, et puis après à l'Union, mais par étapes. Et le groupe de Casablanca, là c'était plus rapide. Donc eux, ils voulaient une union africaine tout de suite, maintenant et tout de suite. Et ça n'a pas marché dans le temps? Non, ça a marché parce que c'est... comment appelle-t-on? Cette union qui est voulue n'a pas eu écho tout de suite parce qu'il y avait un problème de leadership entre nos dirigeants à l'époque. Alors donc, ils ne voulaient pas, n'est-ce pas, que ce soit imposé par tel ou tel groupe. C'est ça. Alors donc, mais ce qui a prévalu, c'était l'approche par étapes qui avait prévalu. Mais l'idée était toujours là. Et c'est ce qui fait qu'en 2007, à Accra, l'idée a ressurgi, n'est-ce pas, par une déclaration qui voulait la création de l'Union africaine. Donc, qui voulait la création, n'est-ce pas, d'un gouvernement d'union. C'est ça. Alors, est-ce qu'à l'époque, l'Afrique était prête? Est-ce qu'elle avait les moyens, les conditions étaient-elles réunies pour n'est-ce pas, engranger ce processus? On est toujours prêt pour bien faire. C'est-à-dire qu'à part, ou bien après la nécessité de s'affirmer, il y avait la volonté de créer un instrument qui puisse propulser l'Afrique en avant. Comme dirait Mao, il fallait un instrument permettant à l'Afrique de faire un grand bond en avant. Donc c'était ça. Mais forcément que nous étions prêts. Oui, puisque c'était juste 3 ans après les indépendances de ces pays africains à l'époque. Oui, mais ça ne change rien, dans ce sens où cette idée était mue et mûrie par les indépendances elles-mêmes. C'est-à-dire que les Africains se sont rendus compte qu'on les a marginalisés. Et fatalement, là aussi, ils ont eu la preuve que seuls, ils ne peuvent rien faire. La nécessité d'être ensemble est créée ou est née de cette phase-là. Donc, je pense que c'était la meilleure des inspirations qu'on ait pu avoir dans toute l'Afrique. Le résultat aujourd'hui, peut-être qu'on y arrivera après, mais il faut aussi dire que ceci sous-tendait une dimension géostratégique. La nécessité pour l'Afrique de se réaliser elle-même, de prendre conscience de ses potentialités et d'occuper sa juste place dans le monde. Donc voilà les étapes et les dimensions de l'Union africaine. Et je crois qu'il était nécessaire de commencer. Il fallait l'OUA, n'est-ce pas, pour décoloniser aussi. Oui, c'était dans le processus, dans les objectifs. Parce que, si vous prenez un État comme le nôtre, un petit État, comment pourrait-il se décoloniser, n'est-ce pas, toute seule? Prenez Djibouti, par exemple, un petit État, prenez les petits États, mais regroupés,
n'est-ce pas, sous la bannière de l'Organisation de l'Unité africaine, c'était plus facile pour ces pays du Sud décolonisés. Et c'est ce qui s'est passé. Donc il faut reconnaître quand même à l'OUA son rôle primordial dans la décolonisation. Très important. Alors, Tchagadio, est-ce que, je demandais à des invités ici, est-ce que cette structure n'était pas précipitée, est-ce que c'était bien préparé pour accéder justement à cette forme d'organisation des pays africains? Moi, je crois que ce qu'on oublie parfois de citer, c'est que le long combat pour l'indépendance de l'Afrique s'était accompagné aussi d'un long combat pour l'unité de l'Afrique et de sa diaspora dans ce qu'on appelait le panafricanisme, inventé non pas par l'Afrique, mais par la diaspora africaine. Sylvester William à Trinidad et Tobago, Du Bois, les Patmore et autres. C'est eux qui ont passé le flambeau à Kwame Nkrumah qui l'a ramené en Afrique. Donc les années 40 et 50 et même un peu avant en France avec les Tovalo Kenom du Bénin, Dahomey à l'époque, Lamine Senghor et Garang Koyaté du Mali, Soudan à l'époque. Tous ces leaders menaient un grand combat pour l'unité des peuples noirs et l'indépendance de l'Afrique. Donc quand nous avons eu l'indépendance, Kwame Nkrumah a eu absolument raison de demander aux Africains de s'unir et de s'unir le plus rapidement possible. Parlant de panafricanisme et parlant à une télévision au Togo, on devrait peut-être nous tous commencer par rendre un vibrant hommage à un des plus grands, un des plus illustres fils de l'Afrique qui nous a quittés récemment, le grand frère Edem Kodjo, panafricaniste émérite, qui nous a laissé un héritage extraordinaire et par respect pour sa mémoire et pour son combat, nous devons réussir effectivement le combat panafricaniste. L'émission ne nous permettra pas de dire toute la richesse de son combat. Et le fait que le Togo aussi est un pays africain très spécial, avec Sylvanus Olympio au départ du combat pour l'indépendance totale de l'Afrique et son unification. Votre pays a marqué l'histoire du panafricanisme à côté du Ghana voisin. Ça, il faut le dire. Maintenant, moi, je dis très simplement, pour aller vite, que malheureusement, tous les Africains, en réalité, en 1960 jusqu'en 1963, étaient panafricanistes, quasiment. Il y avait peut-être des panafricanistes qui s'affichaient panafricanistes, mais qui ne pratiquaient pas véritablement le panafricanisme. Je citerai mon président, Senghor, Houphouët-Boigny, parce qu'ils étaient ultra modérés, mais ils étaient aussi, se réclamaient de l'unité de l'Afrique d'une certaine manière. Et alors, on a eu les deux courants, les gradualistes et les fédéralistes. C'est ça la vérité. Les gradualistes qui nous ont expliqué que c'était trop tôt pour aller à la fédération. Construisons d'abord nos États, réussissons les fondamentaux des États et ensuite on pourra les unir. C'est faux. Ils n'ont pas réussi. Près de 60 ans après les indépendances, ils ont mené l'Afrique à l'impasse. L'honnêteté commande de dire qu'ils ont échoué. Parce qu'ils ont échoué, ils étaient majoritaires et ils avaient remporté la bataille contre les Nkrumah. Il faut aujourd'hui revisiter l'héritage et le combat de Nkrumah. Et ce qui est étonnant, ce sont les jeunesses africaines qui n'étaient pas nées à l'époque, qui aujourd'hui reprennent le flambeau de Nkrumah et appellent aux États-Unis d'Afrique. Eux ont compris que l'Inde, la Chine, le Brésil, les États-Unis sont de grandes entités, de grands ensembles et sont en train de dominer le monde. Il n'y a que l'Afrique et l'Europe qui tergiversent sur la question du fédéralisme, de l'État fédéral et qui se retrouvent dans les difficultés que nous savons. Donc franchement, il faut passer, comme disait l'autre, il faut passer aux choses sérieuses. Vouloir bâtir 54 États africains avec tous les attributs de souveraineté. Les djihadistes sont venus nous dire que c'est faux, vous n'êtes pas souverain. On peut entrer dans chacun de vos pays, faire ce qu'on veut. Voilà quoi. Donc franchement, je pense qu'il faut passer aux choses sérieuses et construire le plus rapidement possible, à défaut des États-Unis d'Afrique, au moins des fédérations des États africains dans chaque communauté régionale, au niveau de la CEDEAO, au niveau de la SADC, CEAC, etc., etc. Je pense que c'est urgent d'aller dans ce sens. Est-ce que c'est dans ce souci qu'il y a eu cette mutation de l'OUA à l'Union africaine, puisqu'après c'est l'Union africaine menacée, c'est dans ce souci de réaliser les objectifs, tel que vous l'avez décrit, qu'il y a eu ce passage de l'OUA à l'Union africaine? Mais vous avez sur le plateau de grands experts. Je reconnais mon frère, ancien fonctionnaire de l'UA, qui a mené de grandes batailles épiques avec nous à l'époque là-bas,
mon ami Cornelius aussi, nous avons tous mené ces combats-là. Kadhafi, à l'époque, a été véritablement une locomotive avec quelques chefs d'État africains. À l'époque, on avait quand même de grands ténors comme les Obasanjo, les Thabo Mbeki et tout ça. Thabo Mbeki parlait de renaissance africaine. Obasanjo, Thabo Mbeki et Moubarak et Bouteflika parlaient de MAP, Millennium African Programme. Et Kadhafi, lui, était très direct. On met les moyens, on va aux États-Unis d'Afrique. Et les gens l'ont accusé de vouloir créer les États-Unis d'Afrique pour diriger toute l'Afrique. Ce qui est totalement faux, parce que moi j'ai eu la chance d'interagir avec lui. Et je le connais relativement bien. C'était pas ça son combat. Et son combat était tellement sincère qu'il a payé de sa vie son engagement pour unir l'Afrique, créer une monnaie commune africaine, une banque centrale africaine. Et en 2007, encore une fois, le deuxième grand rendez-vous raté de l'histoire de l'Afrique. Après 1963, que j'appelle le péché originel, le deuxième grand péché a été 2007, quand on a discuté du gouvernement de l'Union, croyant que l'Union africaine était venue pour accélérer la mise en place effectivement de l'État fédéral. L'Union africaine nous a révélé qu'elle était venue pour maintenir le statu quo, permettre, continuer le gradualisme, soi-disant. Et franchement, moi j'ai envie de demander aux défenseurs de l'intégration africaine, étape par étape, de nous présenter le bilan. Vous avez fait de l'intégration étape par étape depuis 1963. Où sont vos victoires? Où est-ce qu'on circule librement dans ce continent? Où est-ce qu'on a une monnaie commune? Où est-ce qu'on a une économie intégrée? Où est-ce qu'on est parti de nos maigres 1 milliard de PIB en 1960 au niveau de la Malaisie qui avait le même niveau, qui est à 365 milliards de PIB. Chacun de nos pays ici traîne autour de 10, 15, 20 milliards de PIB. Le schéma, le paradigme de développement de l'Afrique imposé par les gradualistes, les étapistes, a échoué. Il n'y a pas un autre mot. Et donc je pense qu'il faut encore une fois passer aux choses sérieuses. Maintenant, le bouquet, c'est quand l'Union africaine nous propose en 2013 un plan pour 2063. Alors moi je dis vraiment pour être sérieux, tous ceux qui ont signé leur accord pour 2063 n'ont qu'à signer dans la page suivante qu'ils seront là en 2063 pour qu'on fasse le bilan de leur nouveau plan. Ok, merci. Alors, il parlait justement des étapes, n'est-ce pas? Le passage de l'OUA à l'Union africaine. Il faut que vos téléspectateurs sachent qu'on ne perçoit pas bien ce que dit M. Gadio sur le studio. Ça aurait permis une interaction plus active. Mais n'empêche qu'on se connaît bien, c'est des idées que nous partageons largement. Et oui, je crois que dans ce combat, il y a eu les étapistes. Ce qu'en anglais on appelle, il y a le slow track et le fast track. Ceux qui pensent que, bon, les gens comme les Houphouët-Boigny, les gens comme les Senghor, qui pensent qu'il faut aller doucement et qu'après on verra étape par étape. Mais aujourd'hui, c'est que ça n'a rien donné. Ça n'a absolument rien donné. Donc, votre question demandant le passage de l'OUA à l'UA, c'est la volonté d'aller vite. À un moment donné, on s'est rendu compte que le slow track n'a rien produit. C'est ça. On patinait sur place. Donc il fallait donner à cet instrument un autre, un accélérateur. Donc c'est ça qui nous a amené à ça. Mais la vérité dans cela, c'est que tout le monde est conscient que nous devons aller quelque part. Est-ce que sur le chemin, on aura des difficultés? Oui. Mais il ne faut jamais perdre de vue que nous voulons arriver quelque part. Les populations ont intégré cela depuis. Les gens de ma génération voyaient facilement à Flao entreprise africaine de réparation de vélos. Et boutique africaine de vente de matériaux de construction. Nous, on a vu ça. Alors, ça veut dire que les populations ont adhéré très vite et approprié. Aujourd'hui, vous avez bien des gens qui se moquent de nos frontières. Vous avez des gens qui vivent à Flao, qui viennent travailler à Lomé et qui retournent dormir à Flao le soir. Vous prenez les champs. Des gens qui ont même des champs. Des champs d'un côté viennent de l'autre. C'est des gens qui sont des spécialistes en matière de monnaie. Ils voient les fluctuations de la monnaie, ils investissent en conséquence, ils traversent la frontière en conséquence, mais ils se moquent des frontières. Ça montre et ça démontre que
Et nous n'avons pas encore compris. Souvent, c'est les élites. Les questions de souveraineté, les questions, etc. Ce sont les élites. Et ce qu'on dit, c'est de voir, est-ce qu'avec la taille, M. Awito, vous parlez de Djibouti, on respecte Djibouti, on respecte le pays. Mais nous disons que ça n'a pas atteint, ou bien ça n'a pas de seuil critique. La modestie de la géographie de ces pays-là ne nous permettra pas d'aller loin pour reconquérir notre place dans le monde. C'est ça l'enjeu. Et ce qu'il faut retenir aussi, c'est que prenez les dernières crises. La crise du pétrole, des États qui sont respectés. Ils étaient à 2 doigts de mettre la clé sous le paillasson, comme n'importe quelle vulgaire entreprise. Mais c'est dû à quoi ? C'est parce que Barthélémy Boganda parlait de poussière d'État. C'est-à-dire que ce qui a fait la solidité des États-Unis. Mais c'est ça. L'autoroute inter-État a permis à toute l'Amérique non seulement de se regrouper, mais de se développer. Prenons un exemple. Quand moi, j'ai dirigé aux côtés de M. Edem Kodjo la CPP. La convergence patriotique panafricaine. Et quand je me retrouvais sur le terrain pour expliquer ce que c'est que les gens du parti d'en face, avec beaucoup de sympathie, se moquaient de moi en disant que nous, on s'appelle, à l'époque, nous, on s'appelle Rassemblement. C'est facile à dire aux populations. Vous rentrez dans convergence patriotique, tout ça, allez expliquer ça aux populations. Je leur dis non. C'est très simple. Moi, je dis aux populations que vous prenez le Togo, le Bénin, pour leur faciliter la tâche, je prends les pays francophones. Le Bénin, le Togo, la Côte d'Ivoire, le Niger, le Burkina Faso. Pour ne pas aller loin, je me limite à ça. Vous prenez 5 ou 10 pays, vous voyez que vous approchez facilement avec 10 pays plus de 100 millions d'habitants. 100 millions d'habitants, vous mettez toutes vos ressources ensemble. Vous êtes capable de créer 4 ou 5 universités de renom. Vous êtes capable de créer 12 écoles spécialisées. Vous êtes capable de tracer des rues qui traversent tous ces pays-là en mettant vos moyens financiers ensemble, vos ressources humaines ensemble. Et vous êtes capable aussi, les parents sont capables d'envoyer leurs enfants, pas leurs enfants, d'amener des professeurs de Harvard pour venir enseigner à vos enfants sur place, ce qui évite la déperdition, ce qui fait que nos jeunes gens vont à l'extérieur et ne reviennent plus. Donc il y a tellement d'avantages. Je donne un autre exemple rapide. Prenez sur 200 millions d'habitants, ou bien je prends l'exemple du Nigeria. Vous avez quelqu'un qui vend de l'eau glacée et qui a 0,005% de ce marché-là. Mais cette personne est capable non seulement de s'enrichir, d'envoyer tous ses enfants étudier à l'extérieur sur au moins 2, 3, 4 générations. Les pays de la taille des États-Unis, vous voyez les gens qui vendent du coton, quand vous les rencontrez dans des réunions, on dit « je suis le roi du coton ». Mais pourquoi nous, on ne peut pas le faire? Ce n'est pas pourquoi on ne peut pas le faire, c'est-à-dire que toutes les conditions sont réunies pour que nous puissions le faire. C'est ça. Donc, c'est le début de ma réponse. On reviendra là-dessus. Oui. M. Victor? Oui, mais enchaînant sur ce qui importait, n'est-ce pas, d'avoir l'Union africaine, je dirais tout simplement que c'est nécessaire. C'était une nécessité. Passage nécessaire, oui. C'est passage nécessaire. Parce que les tenants, n'est-ce pas, de cette idée, n'est-ce pas, après l'Nkrumah, tout ça. Donc, on a parlé du président Kadhafi, oui, et puis d'autres qui ont été appuyés par d'autres, pour faire ressurgir, n'est-ce pas, l'idée de l'Union africaine. Alors, donc, quand ils ont fait ressurgir l'idée, mais avant cela, il y a eu, le ministre, peut-être Gadio se souviendra de cela, il y a eu une réunion à Zimbabwe, en Afrique du Sud, pour faire le bilan de l'OUA. Ce qui a marché, ce qui n'a pas marché. Oui. Donc, ils ont fait le bilan. Donc, ils ne sont pas allés comme ça dans le vide. Ils ont vu que, bon, le bilan de l'OUA n'a pas été très, très heureux. Alors, donc, ils ont dit, non, mais pourquoi ne pas aller plus loin et avoir un gouvernement d'union?
et puis, par ricochet, n'est-ce pas, l'Union africaine. Alors donc, il fallait maintenant aller parer au plus vite. Donc on a pris les communautés économiques régionales, on a demandé à la Commission de les rationaliser, et puis pour en faire, n'est-ce pas, rapidement une entité continentale. Donc entre-temps, la communauté économique était née, en 1991 à Abuja. Alors donc, sous cette bannière, la communauté devait, n'est-ce pas, rationaliser les communautés économiques régionales. Bon, nous, en Afrique, on parle de régions. C'est nos régions, c'est-à-dire que l'Afrique de l'Ouest, l'Afrique de l'Est. Mais quand vous allez à l'ONU, ils parleront de l'Afrique comme une région. Donc c'est différent, il faut qu'on puisse faire la part des choses. C'est ça. Alors donc, c'était nécessaire, n'est-ce pas, d'aller un peu plus loin et d'accélérer, n'est-ce pas, le développement, même vu la situation géopolitique. L'Afrique était marginalisée, on disait. Mais l'Afrique était marginalisée, on ne va quand même pas se croiser les bras pour avoir, n'est-ce pas, de l'aide de l'extérieur. Il fallait prendre les taureaux par les cornes, essayer de prendre notre destin en main, et c'est ce qui a été fait. Alors, sauf qu'il y a ce clivage, cet antagonisme entre pays francophones et pays anglophones. Dr Gadio, les handicaps de la réalisation de cette intégration africaine, soit le blocage et les handicaps entre les pays anglophones et les pays francophones. Non, je crois que ça a été un problème. Moi, je m'excuse encore une fois, mais j'ai entendu au moins 20% de ce qui a été dit. Nous parlons des conflits, des antagonismes. Les problèmes sont assez sérieux. Donc, il est difficile de commenter un peu ce qu'ont dit mes collègues sur le plateau. Mais ces problèmes-là, à mon avis, se sont posés. Je les vois plus par rapport à ce que disait Kourouma. Faisons attention à ne pas substituer les loyautés régionales à la loyauté continentale. C'est ce qui est plus arrivé à mon avis, où quand l'Afrique de l'Ouest faisait bloc, et surtout nos amis de la SADC, nos frères et sœurs de la SADC, ils venaient toujours avec des positions parfaitement coordonnées pour bloquer l'avancée vers une accélération de l'unité. Ils nous appelaient les gazelles et eux s'appelaient les éléphants. Et ils s'admiraient en disant que les éléphants marchent lentement mais sûrement vers l'objectif. On se rappelle ces concepts-là. Comme disait l'autre, ce sont des concepts qui ont la beauté du verre, mais aussi la fragilité du verre. Parce que c'est totalement faux de dire que c'est eux qui marchaient de façon assurée vers l'intégration, vers l'unité, qui est devenue la SADC par la suite. On a vu avec Mugabe ce qui s'est passé. On a vu avec Jacob Zuma ce qui s'est passé avec Thabo Mbeki, etc. Donc, à un moment, vraiment, on se disait que la CEDEAO aussi pouvait jouer un rôle important. Obasanjo, le Nigeria. Moi, j'ai reproché au Nigeria pendant longtemps d'avoir refusé d'assumer le leadership de l'Afrique de l'Ouest. Le Sénégal et la Côte d'Ivoire ne pèsent pas trop lourd devant le Nigeria. Donc, les francophones, bien organisés dans le cadre de l'UEMOA, relativement intégrés au plan monétaire, mais avec une monnaie, effectivement, qui n'est pas une monnaie qui nous appartient, une monnaie de l'héritage colonial. Nous avions aussi nos faiblesses structurelles par rapport à ça, mais nous étions relativement intégrés, l'UEMOA, nous avions nos structures, nos institutions, et l'Afrique de l'Ouest n'était pas foncièrement divisée entre anglophones et francophones, parce que je ne crois pas que le Libéria soit plus proche du Nigeria que de la Côte d'Ivoire. Je crois qu'il y a des familles, des groupes ethniques des deux côtés. Et je ne crois pas que la Sierra Leone soit moins proche de la Guinée. Je ne crois pas que la Gambie soit moins proche du Sénégal et plus proche du Nigeria. Donc on a eu cette chance quand même. Et le Ghana aussi. Le Ghana avait une aspiration au leadership régional. Et le Ghana était, à mon avis, une sorte de rival du Nigeria. Donc je pense que c'est à relativiser. Et que nous avons tenté. On a essayé de nous introduire les pays arabes contre les autres, les pays lusophones contre les autres. Ça n'a pas, c'est vrai de le dire, ce problème s'est posé, mais à mon avis, il n'était pas fondamental. Ce qui était fondamental, c'était les pays qui avaient acquis nouvellement leur indépendance, les pays de la SADC, et qui pensaient être les moteurs, les locomotives de l'Afrique, et qui nous ont créé énormément de problèmes. Et on a vu quand
une des leaders de la SADC, notre sœur Zouma, est arrivée à l'Union africaine, c'est que l'Union africaine est devenue ce que j'appelle une tortue avec des freins. On est allé nulle part. Nulle part, on n'a fait que végéter sur place et nous retrouver dans la situation d'aujourd'hui. Ok, oui. Sur ce sujet concernant les pays anglophones et les pays francophones, je crois que sur le plan macro, les gens se posent des questions. Mais prenons le plan micro. La CEDEAO est bien composée de pays anglophones et de pays francophones. Et la CEDEAO... Sauf que dans ces CEDEAO, il y a encore l'humour à part. Oui, mais il n'en demeure pas moins ce que la CEDEAO doit faire, elle le fait. Peut-être pas aussi rapidement que nous le voulons, mais ça fonctionne. Et puis il faut prouver le mouvement marchand. Comme dirait M. Edem Kodjo, c'est qu'un pays comme le Ghana, dans une situation micro, nous a démontré tout ce qu'on pouvait faire. Nkrumah a dit, d'ailleurs, quand vous lisez l'Afrique doit s'unir, il tient compte de ça. Il dit, voilà des pays, on nous dit qu'on ne peut pas réaliser l'Union africaine parce que nous n'avons pas les mêmes langues, nous n'avons pas les mêmes cultures, nous n'avons pas les mêmes religions, etc., etc. Il dit que c'est peut-être vrai. Mais quand je fais le tour de l'Afrique, je parle à toutes les populations africaines, je me dis qu'il y a quelque chose. Il y a quelque chose qui ne peut que conduire à l'union. Et je suis parfaitement d'accord avec lui. Donc je dis, au Ghana, il avait créé l'Institut des langues. L'Institut des langues à l'époque, je ne sais pas ce que c'est aujourd'hui, mais l'Institut des langues permettait d'apprendre gratuitement toutes les langues du colonisateur. Vous avez le portugais, vous avez l'arabe, vous avez le swahili, etc., etc. Le swahili n'est pas une langue du colonisateur, mais tout le monde pouvait aller là-bas étudier ces langues. Pourquoi ? L'idée derrière, c'est que nous puissions nous comprendre malgré cette diversité apparente de langage. Donc il faut savoir ce que nous voulons. Nous avons les moyens et aujourd'hui, nous sommes en retard d'un combat. Et le seul combat, c'est le combat pour le panafricanisme. Des gens comme M. Edem Kodjo l'ont mené jusqu'à la fin de leur vie. Des gens comme Kwame Nkrumah l'ont mené jusqu'à la fin de leur vie. Mais au Ghana à l'époque, nous avons l'avantage d'être à côté du Ghana. Moi, je me rappelle des réfrigérateurs à Kassanoma. Vous aussi, vous avez vu des postes radio à Kassanoma. Où on se rappelle du haricot mis en boîte par une industrie qui s'appelait Nkoulé-Nou. Vous pouvez l'acheter, chauffer et manger directement. Donc, nous avons eu des preuves palpables que cela est faisable. C'est ça. Oui. Alors, les écueils, les problèmes entre pays anglophones et francophones. Non, mais c'est des problèmes factices. C'est ça. C'est pas des problèmes réels, parce que c'est des problèmes inventés, n'est-ce pas, idéologiques. N'est-ce pas, pour freiner la marche de l'Afrique. Si vous prenez les populations, comme vient de le dire mon ami Cornelius, il n'y a pas de frontières pour les populations. Alors, donc, on ne peut pas dire que c'est les Togolais et les Ghanéens. Mais puisque c'est les mêmes familles se retrouvent de côté de la frontière. Alors, donc, c'est des problèmes factices créés, n'est-ce pas, pour freiner. Et justement, c'était l'une des pesanteurs, n'est-ce pas, qui ont freiné la marche de l'Afrique vers son intégration et vers son union. Mais il ne faut pas peut-être se focaliser là-dessus. Il faut voir peut-être plutôt, n'est-ce pas, ce qui unit tous les peuples. Parce que pour la population, il n'y a pas de frontières, il n'y a que de la famille. Donc c'est ce que nous voulons. Et puis si nous avions encore des doutes, oui, on peut procéder par comparaison. D'abord, l'Allemagne n'est pas ce qu'elle est aujourd'hui. C'était un ensemble de duchés qui se faisaient la guerre tout le temps, jusqu'à ce que quelqu'un comme Bismarck arrive et dise que non, ça ne peut pas continuer. On veut un pays qui a une taille substantielle et qui peut tutoyer les autres pays. L'Italie n'existait pas sous cette forme. Le comte de Cavour a fait la même chose. Et bon, l'Italie n'est pas aussi grande que l'Allemagne, mais c'est juste pour dire qu'il y a une démarche qui a été prouvée dans l'histoire. Maintenant, pour ce qui nous concerne en Afrique, c'est que aujourd'hui, quand nos rapports avec tous les pays, que ce soit l'Angleterre s'y est mis dernièrement, mais chaque fois qu'il y a une réunion, on y va à 54, on y va à 55. Chacun présente. D'ailleurs, on nous a même montré la réunion de Sochi, où chaque pays, individuellement, proposait et disait à haute voix ce qu'il attendait de la Russie. Mais ensemble, si nous définissions
une piste, je crois que nous serions plus forts. Mais prenez tout simplement, j'ai parlé tout à l'heure bon, je veux dire, prenons l'école. Prenons l'école, l'exemple que j'ai donné tout à l'heure. Mais c'est clair. C'est clair que ça ne peut que produire de bons résultats. Ça ne peut. On était à une réunion un jour, il y avait près de 700 personnes dans la salle. Je regardais le président Ouad droit dans les yeux. Je dis, Monsieur le Président, est-ce que vous pouvez dire à cette salle en quoi le Sénégal va perdre sa souveraineté si on avait ensemble le même ministre de la Culture? Je vous avoue qu'il était perdu. Il ne savait pas quoi dire. Mais n'empêche, un ministre de la Culture commun, qui représente les deux pays, en quoi nous allons perdre notre souveraineté? Bon, naturellement, il a fini par me donner raison en disant que, bon, etc., etc. Mais les questions sont très simples. C'est ça. Et en toile de fond de cet effort de rassemblement des pays africains, de leur unité, c'est la question du panafricanisme. Alors, Dr Gadio, quels sont ceux qui portent aujourd'hui cet idéal de panafricanisme? Les politiques, les sociétés civiles ou encore les intellectuels africains? Oh, je crois qu'il faut une combinaison, comme disait l'autre, un peu de tout. Certains disent que la grande erreur du combat panafricaniste, c'est de l'avoir confié à des chefs d'État qui eux-mêmes dirigent des petits États, comme disait Cheikh Anta Diop, de petits États nains, des États non viables et qui étaient heureux de bénéficier un peu du contrôle des ressources très limitées dans leur pays et qui n'avaient peut-être pas envie de mutualiser tout ça et d'aller à l'unité fédérale. Donc certains disaient que c'est pour ça que ça ne marche pas. Mais maintenant, l'autre problème, c'est que les dirigeants à qui nous confions nos budgets, notre souveraineté, notre indépendance, il faut que ces dirigeants soient véritablement des leaders panafricanistes et qui comprennent que c'est quand nous mettons ensemble, comme disait l'autre, si on va aller vite, on va seul. Si on va aller loin, on va ensemble. Il nous faut des dirigeants comme ça. Il nous en faut un grand nombre pour qu'ils soient des locomotives. Et effectivement, la société civile a son rôle à jouer. Les femmes, les jeunes et les intellectuels. Il y a beaucoup d'intellectuels qui ont abandonné le combat. Ils ont déposé les armes, ils ont constaté l'échec et ils pensent que ce n'est plus la peine. Mais ce qui est magnifique, comme je dis, c'est que l'espoir vient toujours de quelque part. Et aujourd'hui, c'est les jeunesses africaines qui n'écoutent plus le langage défaitiste, le langage de l'abandon, le langage de la démission. Ces jeunes sont engagés. Ils n'ont pas de temps à réfléchir sur des scénarios catastrophes. Ils veulent bâtir un avenir pour l'Afrique. Ils ne sont pas paralysés par les reliques du colonialisme, du passé et même de certains débats complètement surannés. Ces jeunes veulent une Afrique unie, une Afrique forte. Ils ont fait les États-Unis, ils ont fait la Chine, ils ont fait l'Inde, ils ont fait le tour du monde. Ils ont vu que les pays forts, c'est les grands ensembles. Que l'Afrique avec 54 petits États, petits et grands États d'ailleurs, tous ensemble, donc complètement émiettés et balkanisés. Et la mauvaise nouvelle, c'est que ceux qui nous ont poussés à la balkanisation, qui nous ont encouragés, ils ont tellement réussi leur projet qu'ils nous encouragent à l'hyper-balkanisation. Aujourd'hui, ils veulent casser le Mali, ils veulent casser la Centrafrique. S'ils pouvaient casser le Sénégal, ils le feraient. Ils veulent casser la RDC, le Nigeria. Un moment, on s'est réveillé dans la patrie de Kwame Nkrumah. Les gens se sont levés pour dire qu'ils réclament l'indépendance du Togo occidental. Vous vous rendez compte? Il faut arrêter ce cinéma. Il faut arrêter. Ce n'est pas sérieux. On n'a pas le temps de bâtir 80 États en Afrique. Avec déjà 54, on a assez de problèmes comme ça. Donc je pense qu'effectivement, les jeunes n'attendront pas qu'on les invite dans le débat. Ils se sont invités. Et j'espère qu'il y aura des leaders politiques à la hauteur de l'aspiration de ces jeunes pour les accompagner, aller ensemble dans la construction des grands ensembles et le plus rapidement possible. Merci. Alors, je parlais du panafricanisme. Qui sont aujourd'hui les porteurs de cet idéal? Oui, mais vous demandiez si c'était les politiques ou la société civile. Je dis les deux. Et
les politiques, je venais de citer la CPP de M. Edem Kodjo, il y a des partis politiques. Il y avait chez nous au Togo la CDPA, la Convention des peuples africains. Au Cameroun, l'Union des populations africaines. L'Union des populations africaines de Hubert Kamga, que malheureusement on ne peut pas joindre. Donc, il y a dans beaucoup de pays, je dirais pas un reliquat, c'est-à-dire que la flamme reprend dans beaucoup de pays. Dans certains pays plus que d'autres, mais quand vous allez au Ghana aujourd'hui, vous rendez compte qu'il y a eu un président du nom de Kwame Nkrumah. Malgré toutes ces années qui sont passées, bien qu'on ait sali ça, on a essayé de salir ça. Il est resté dans l'histoire. Quand vous allez au Burkina, vous vous rendez compte qu'il y a eu quelqu'un. Pourquoi? Parce qu'ils sont allés au cœur du problème. La notion de African personality, dont on ne parlait pas. Vous avez des pays qui disent tel pays d'abord, je ne veux pas citer le nom, tel pays d'abord, mais bon, ce que Kwame Nkrumah a essayé de faire, la notion de personnalité africaine, c'était pour tout le monde. C'était pour tout le monde. Et vous voyez ces gens, la manifestation dans leur culture, tout ce que vous voulez, mais c'est des gens qui sont sûrs d'eux. Vous allez au Burkina, vous voyez la même chose. Vous voyez des reliquats, vous savez que c'est le pays de Sankara. Mais c'est ça que nous voulons. Et je pense que les partis politiques, mon souhait, et qui se multiplient des partis politiques qui s'affirment ou bien qui affirment leur panafricanisme et qu'un jour, au Parlement, on ait au moins 10, 15 partis représentant le panafricanisme. Et comme ça, on va agir ou avoir un impact sur la politique nationale et petit à petit, on y arrivera. Ce n'est qu'une piste. D'accord. Ce n'est qu'une piste. Il y en a plusieurs. Oui. Bon, mais les politiques ont fait émerger l'idée. Ils l'ont portée. Mais après, il s'était un peu essoufflé, on dirait. Mais maintenant, c'est la jeunesse qui reprend le flambeau. C'est ça. Et alors, parce que la jeunesse se retrouve au moins dans l'idée, n'est-ce pas, d'unité, d'union. Et la jeunesse ne veut pas, n'est-ce pas, perdre cet acquis qui était né, n'est-ce pas, de l'unité de l'Union africaine, des regroupements communautaires, avec la libre circulation par exemple, et le commerce informel, on en parle. On dit commerce informel, parce que les intellos veulent mettre ça dans un carcan, n'est-ce pas, dogmatique, pour dire oui, il faut ceci, il faut cela. Mais je suis désolé de le dire, mais le commerce informel fait 90% de nos chiffres d'affaires. C'est ça. Alors, on va vite terminer sur le dernier sujet. Oui, donc ce sont les gens, ce sont les populations, n'est-ce pas, qui portent maintenant l'idéal panafricaniste. Alors, pour que cela advienne, Dr Gadio, il faut absolument... La question de la monnaie est au cœur justement de l'idéal panafricaniste. Et on sait tout ce qui se passe maintenant. Il y a l'idée d'une monnaie africaine, l'éco, et tout ce problème autour du franc CFA, et qui crée aussi des problèmes entre les pays anglophones et les pays francophones au sein de la CEDEAO. En vérité, ce débat, effectivement, est là depuis très longtemps. Vous vous rappelez, en 1963, le très beau résumé de Nkrumah, il nous faut aller vite, disait-il, à une armée commune africaine, parce que nous avons le continent le plus riche du monde, il faut le défendre. Il nous faut une diplomatie commune africaine pour parler d'une seule voix. Il nous faut un commerce extérieur africain commun. Il nous faut une banque centrale et une monnaie commune africaine et une citoyenneté commune africaine. C'était résumé, tout était là-dedans. C'est pour ça que je dis, mettre de côté de telles propositions et nous avoir fait perdre plusieurs décennies, ce n'était pas une bonne chose. Aujourd'hui, effectivement, on se rend compte que la monnaie fait partie de la souveraineté. Et moi, ce qui me désole un peu, c'est qu'on lance le projet de l'éco dans la CEDEAO. L'éco est un projet de la CEDEAO, ce n'est pas un projet de l'UEMOA. Et il est difficile de comprendre pourquoi l'UEMOA a proclamé la création de l'éco, a fixé des dates et l'a fait avec un partenaire extérieur. Que l'UEMOA dise que nous étions liés par des accords spéciaux avec un pays étranger, il nous faut mettre de l'ordre dans notre maison. Et ensuite, on rejoint le processus de la CEDEAO. J'aurais applaudi des 10 mains, sans problème. Mais qu'aujourd'hui, il semble que c'est l'UEMOA qui invite la CEDEAO à la rejoindre. Ça, c'est vraiment une dialectique qui marche sur la tête.
Et je pense que nos dirigeants sont conscients de cela. Il faut redresser la barre. L'ECO n'est pas un projet de l'UEMOA. L'ECO est un projet de la CEDEAO. Et la CEDEAO, c'est le Nigeria, le Ghana, Sierra Leone, Libéria, Guinée-Conakry, Gambie et tous les autres pays membres de l'UEMOA, et le Cap-Vert et tous les autres pays membres de l'UEMOA. Donc vraiment, retrouvons rapidement l'unité régionale autour d'un projet majeur qui nous concerne tous. Réglons les problèmes de critères de convergence à l'interne. Ce que je n'ai pas compris non plus, c'est qu'un vieux projet qui date de plus de 30 et quelques années, nos dirigeants en 1 an ou 2 ans se sont réunis dans un sommet et on dit qu'en 2020, juillet 2020, on va proclamer l'ECO. Ça aussi, c'était difficile à comprendre. On traîne pendant plusieurs décennies et après, en 1 an ou 2 ans, on veut tout régler. C'était tellement irréaliste qu'on se demandait si véritablement la volonté était là de réussir l'ECO. Maintenant, cette difficulté, cette épine que pose la décision de certains pays regroupés dans l'UEMOA de décréter que l'ECO aura une parité fixe avec l'euro, que l'ECO sera garanti par la France, que l'ECO, etc. Ça pose des problèmes fondamentaux et je pense qu'il faudrait qu'on revienne à la raison le plus rapidement possible pour ne pas encore une fois faire capoter ce projet et nous retrouver dans le statu quo antérieur. Merci, merci. Alors, on va terminer là-dessus. Hein. Moi, je pense que, d'abord, l'unité africaine, d'une manière ou d'une autre, peut-être que nous, on ne verra pas cela, mais ça se fera. Parce que nous n'avons pas le choix. C'est mathématique. Nous n'avons pas le choix. La deuxième chose, les difficultés de parcours que nous avons, notamment on parle de la monnaie, je souscris totalement à ce qui a été dit, mais je vous dis qu'il y a un avantage. L'avantage, c'est que cette discussion, ce débat sur le franc CFA n'a fait qu'accélérer la conscience des populations africaines. Évidemment. Il y a 5-6 ans en arrière, personne ne parlait de la monnaie. Personne ne parlait de la... Qu'on soit pour ou contre, ça, c'est un accélérateur de la conscience. Et puis vous avez beaucoup de sujets aujourd'hui dont on ne parlait pas avant. Les gens remettent en cause les religions, les gens remettent en cause les messies, les gens remettent en cause les livres saints. Tout ça, il y a un foisonnement qui fait que petit à petit, les Africains se débarrassent d'un certain nombre de carcans. Moi, je prends le pari, et je mourrai tranquille, que dans 25 ans, on aura atteint ce que Kwame Nkrumah appelait le conscientisme. La capacité pour les Africains de se rendre compte qu'ils sont des êtres humains et qu'ils doivent promouvoir une pensée capable de les amener de façon consciente à occuper leur place. Donc, je pense que nous allons y arriver. Merci. C'est de l'espoir. Oui. Qu'aucun incident ne vienne, n'est-ce pas, freiner notre élan. Est-ce que ce soit au niveau de la CEDEAO? Moi, je demande, n'est-ce pas, que les pays aillent de l'avant. Que ce soit au niveau de l'Union africaine, avec la Banque centrale, n'est-ce pas, qui est en gestation. Que la monnaie africaine voit le jour. Et que ce que nous voyons aujourd'hui soit seulement un accident de parcours. C'est ça. Bon, il faut que l'Afrique se ressaisisse, n'est-ce pas? L'Afrique se ressaisisse pour continuer son bon chemin. Aille de l'avant, ne soit pas distraite. Et puis la monnaie, on y arrivera. On ne peut rien faire sans le Nigeria. On ne peut rien, que ce soit les opérations de maintien d'ordre, que ce soit tout ce que vous voulez, on ne peut rien faire sans le grand Nigeria. C'est une puissance sous-régionale que les gens ne rêvent pas. C'est cela. Très bien. Alors, on va demander à Dr Gardiou qu'est-ce qu'il pense de l'avenir de l'Afrique. Pour terminer rapidement, docteur. Et comment voyez-vous Alors, voilà, on l'a perdu en ligne. Très bien. Alors, retour en studio ici, donc, pour vous dire... D'accord, il est là. Dr Gardiou, qu'est-ce que vous pensez de l'avenir du continent africain? Quelle suite? Et ce serait votre conclusion, votre mot de fin? Je m'excuse, vous pouvez répéter la question, s'il vous plaît? Oui, l'avenir de l'Afrique, à court et à long terme, comment vous le voyez? Moi, je prédis, contrairement un peu à mon discours qui pointe un peu les problèmes, je prédis un grand avenir à l'Afrique dans la décennie qu'on va engager présentement à partir de 2020. Je crois que l'histoire de l'Afrique est en train de s'accélérer. Et je crois que aussi des leaders accélérateurs de l'histoire vont émerger. Et les jeunesses africaines, les femmes africaines, les sociétés africaines en général vont prendre leurs responsabilités. Et nos dirigeants actuels seront contraints d'accélérer le pas avec nos peuples ou de se laisser effectivement derrière et de se retrouver dans une situation où c'est eux qui vont rattraper leur peuple. Parce que
ce qui se passe actuellement dans ce monde avec cette histoire de Covid-19 a révélé la fragilité des grandes puissances du monde, a révélé la vanité humaine, a révélé les insuffisances de tout le monde. Donc au fond, nous sommes aussi fragiles que les autres sont fragiles. Et plus rien ne sera comme avant. Allons rapidement dans la construction des grandes infrastructures sanitaires régionales. Le Sénégal a une faculté de médecine depuis 1912. On peut se spécialiser dans la formation des élites de l'Afrique de l'Ouest dans le domaine médical. Le Ghana, le Togo, le Nigeria, chaque pays peut se spécialiser dans une grande institution panafricaine de référence. Comme ça, nos populations se mélangent, nos jeunes, nos enfants se mélangent, restent ensemble, connaissent, s'apprécient, s'aiment et travaillent ensemble. Et les institutions, non seulement de santé, mais l'agriculture, l'éducation, les infrastructures de base, tout est possible. On peut en 10 ans réaliser énormément, surtout quand on aura une monnaie commune, une véritable intégration au plan commercial des échanges commerciaux et ensuite et surtout au plan de l'Union africaine, réussir cette grande bataille d'avoir un siège de membres permanent avec droit de veto. On ne peut pas être 1,3 milliard d'habitants, 54 pays membres des Nations Unies et accepter l'inacceptable, c'est-à-dire qu'au banquet du monde, là où on prend les décisions, nous sommes absents. L'Afrique n'y est pas. Nous n'avons pas le droit de veto et ça, il faut mettre un terme. Et l'Afrique n'a qu'à arrêter à demander 2 sièges de membres permanents quand elle n'a même pas un seul siège. Qu'on réclame un siège et que l'Union africaine le confie à n'importe quel pays, le Togo par exemple. On applaudit tous, on se met derrière le Togo, mais le Togo n'applique pas un mandat pour le Togo, mais un mandat pour l'Afrique. Voilà mes suggestions. Merci beaucoup, merci docteur Cheikh Gadio depuis le Sénégal, Dakar. Merci d'être associé à ces discussions sur notre chaîne portant sur le panafricanisme et l'Union africaine à l'occasion des 57 ans de la création de cette institution. Merci pour tout ce que vous avez pu faire, pour votre temps, pour votre disponibilité à prendre part à ce débat. Toutes nos excuses, n'est-ce pas, à Hubert Kamga, si jamais nous recevait quelque part à Yaoundé, on n'a pas pu le joindre, la liaison technique n'a pas pu se faire. Merci à vous, chers invités en studio ici, M. Awita, M. Aïdam, d'être associés à ce débat panafricain, n'est-ce pas? Merci, M. Wilson, d'avoir tenté cette première. Vraiment. C'est la première fois c'est ça. que sur un plateau, on arrive à faire parler des compatriotes africains d'autres pays sur un sujet aussi essentiel que le panafricanisme. Parce que pour moi, demain, le sujet important de demain, c'est cela. Et Dieu merci, nous avons commencé. Et dire que l'Afrique, c'est le continent de l'avenir. Tout à fait, merci beaucoup. Et tout beaucoup. Le monde se bouscule au portillon du continent, c'est pas pour rien. C'est ça. C'est parce que tout le monde veut se positionner. C'est la fin de ce numéro de Rencontre-Échange. Amis téléspectateurs, nous excuses pour le manquement que vous avez dû constater. C'est une première, comme l'a dit le ministre Aïdam. Vivement que la prochaine fois sera plus sophistiqué, plus performant. Et je vous retrouve la semaine prochaine de réflexion. Au revoir et à très bientôt. La Gazette du Togo, une vision sur l'actualité togolaise et sur le monde. Rejoignez-nous sur le www.lagazettedutogo.com ou sur nos comptes Facebook, Twitter et YouTube. Pour tout contact, écrivez à contact@lagazettedutogo.com ou appelez le 92 80 88 53. La Gazette du Togo, c'est l'information en continu.